Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Il est 8h30, nous sommes ensemble pendant 1 heure avec Ahmed Tazir. Bonjour Ahmed. Bonjour Brigitte. Alors, comme chaque matin Ahmed, vous avez lu la presse pour nous, une presse qui se souvient ce matin. Oui, on est un an, jour pour jour, après l'attaque de Charlie Hebdo. La presse rend hommage, Brigitte. Et on va en parler avec vous dans quelques instants. Également avec nous sur ce plateau, Pascal Popelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, membre de la CNCTR, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Avec vous, nous allons évoquer Charlie, 1 an après. Qu'est-ce qui a changé, et notamment en matière de renseignement. À 9h, ce sera l'invité de la matinale, Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine, chargé de l'organisation de la primaire de la droite et du centre, sera notre invité. Comment juge-t-il l'action de l'exécutif depuis les attentats de Charlie Hebdo? Votera-t-il la révision constitutionnelle? Récemment élu à la région Île-de-France, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de la droite? Nous lui poserons toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger, vous le faites bien sûr sur Twitter avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce jeudi 7 janvier. 7 janvier 2015, 7 janvier 2016, 1 an, jour pour jour, après les attentats de Charlie Hebdo, la France se souvient. 17 personnes sont tuées sous les tirs des frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Le pays est plongé pendant près de 72 heures dans la terreur. Pour la première fois, François Hollande rendra hommage ce matin aux policiers en leur présentant ses vœux. Il en profitera pour détailler le projet de loi pénale qui vise à renforcer le pouvoir des forces de l'ordre. Manuel Valls refuse de créer des apatrides. Le Premier ministre a dit non hier sur BFM TV à la déchéance de nationalité pour tous. Elle devrait donc concerner dans les faits uniquement les binationaux nés français. Reste à convaincre les députés socialistes avant la convocation du Congrès en avril. Le vote des Républicains semble acquis. On écoute le Premier ministre. La France ne peut pas créer des apatrides, c'est-à-dire des personnes sans nationalité. Ça n'est pas possible. Ça ne serait pas conforme ni à l'image, ni aux valeurs, ni surtout aux engagements internationaux de la France. C'est pour cela que nous n'avions pas retenu l'idée de pouvoir déchoir tous les Français de leur nationalité. Je veux être là-dessus extrêmement clair. Le chômage baissera d'ici 2017. Autre annonce faite par le Premier ministre hier soir. Il en est convaincu grâce à la mobilisation pour l'emploi. Une inversion de la courbe du chômage qui permettra à François Hollande de se représenter. C'est dans l'ordre des choses, a précisé Manuel Valls, écartant toute idée de primaire à gauche. Le chômage, on en débat dans Ça fait l'actu à 9h15. Feuilletons à présent les quotidiens. Les journaux reviennent sur le jour où les djihadistes nous ont déclaré la guerre. Et Ahmed, on le disait, 1 an jour pour jour après l'attaque de Charlie Hebdo, la presse rend hommage. Elle se pose aussi des questions ce matin. Oui, Brigitte, il est troublant d'apprendre que Timéo a été l'un des prénoms les plus donnés aux garçons l'an dernier. Timéo, ça veut dire quoi en latin? Ça veut dire « je crains »,« j'ai peur que ». Je redoute que, comme si la hantise de l'attentat s'était glissée inconsciemment jusque dans les berceaux. Les psychanalystes apprécieront la coïncidence. Même si on ne se l'avoue pas, notre vie quotidienne a changé depuis ce fatidique 7 janvier 2015. Regardez ces unes. Le jour où les djihadistes nous ont déclaré la guerre, raconté par Le Figaro. La une de la Croix, comment les attentats ont changé la France. Numéro spécial pour l'humanité, rencontre Charlie d'un 7 janvier à l'autre, vivant, debout et rageur. Le directeur de la publication de Charlie Hebdo, le dessinateur Riss, a accepté de dresser pour le journal communiste un état des lieux sur la situation économique, éditoriale et psychologique de l'hebdomadaire satirique, 1 an après la tuerie du 7 janvier 2015. La presse quotidienne régionale n'est pas en reste. Comment vas-tu, Charlie ? Demande La Voix du Nord. Nous sommes marqués à jamais, nous dit le Télégramme. Charlie Hebdo, la France à vif pour la Provence. Alors que pour le journal La Montagne, Charlie a changé la France 1 an déjà. J'aime bien la une du Midi Libre. On n'oublie rien. Avec ce dessin du caricaturiste du Midi Libre qui pose
La contradiction. Charlie accuse Dieu, vous le savez, dans son numéro spécial. Charlie, qui est plutôt athée, qui ne croit pas, accuse Dieu. Mais alors, Dieu se pose la question, j'existe ou pas? Pas mal. Les enquêteurs qui sont sur la piste des commanditaires, cette fois, Ahmed, ça va encore... il y a beaucoup de zones d'ombre encore ce matin. Oui, les enquêteurs à la recherche des donneurs d'ordre, nous dit le Figaro. Après les attaques contre Charlie Hebdo et l'attaque de l'Hypercacher, une enquête gigantesque a permis assez vite d'avancer sur le maillage de l'organisation, notamment dans l'entourage de Koulibaly et des frères Kouachi. Un fantomatique correspondant a téléguidé les attaques de janvier depuis l'étranger. Koulibaly a reçu des instructions et il rendait compte à ce mystérieux interlocuteur, également à cet interlocuteur par mail. Il est par exemple question d'un courriel reçu par Koulibaly le 7 janvier après l'attaque de Charlie Hebdo. Le donneur d'ordre conseille à Koulibaly de tenter de retrouver ceux qu'il appelle les zigotos, ce terme désigne assez clairement les frères Kouachi. Il lui demande aussi de faire une vidéo et de revendiquer au nom de Daesh. Alors, qui et où est cet homme qui semble piloter les attaques? Les enquêteurs l'ignorent toujours, les mails n'étant pas traçables, et c'est à ce stade le grand mystère de cette enquête. Et pour les attentats de novembre, cette fois-ci, au Bataclan et au Stade de France, le journal La Libre Belgique révèle que les enquêteurs ont la quasi-certitude d'avoir identifié 2 hommes qui contrôlaient de Bruxelles les assaillants des attentats du 13 novembre. Et puis sur la déchéance de nationalité, cette fois, vous en avez parlé, Brigitte, déchéance de nationalité pour tous ou pas, pour ceux qui font acte de terrorisme. Valls enterre le débat, écrit le Parisien, la déchéance de nationalité, ça concernera que les binationaux. Pas question pour Valls de créer des apatrides. Ça vous inspire quoi, monsieur le député ? Sur cette question de la déchéance de la nationalité, dont de mon point de vue on parle beaucoup trop parce que c'est pas le centre du sujet, c'est une mesure qui est une mesure de portée limitée, tant par rapport au nombre de personnes qu'elle pourrait concerner, que par rapport à l'efficacité qu'elle a en matière de lutte contre le terrorisme. D'où ça vient, cette histoire ? Ça vient au départ d'une lubie de la droite, qui, au cours de la législature qui a démarré Lubie en 2012... reprise par François Hollande devant le Congrès, applaudie par tous les députés socialistes. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement, s'il vous plaît. Une lubie qui nous a amené à avoir 2 propositions de loi sur le sujet qui ont été écartées parce que ce n'était pas constitutionnel, justement. Donc on vient au sujet par rapport à ça. C'est ensuite un petit chantage de Nicolas Sarkozy au rassemblement, puisque lorsque les attentats du 13 novembre ont lieu, le président de la République, et c'est bien normal, reçoit l'ensemble des responsables politiques et l'ancien chef de l'État, président des Républicains. Donc c'est une défaite de François Hollande par rapport à ce que lui demande Nicolas Sarkozy. Que disent-ils à ce moment-là ? Ils disent l'unité, ok, mais il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc le président de la République, qui a une haute opinion de la responsabilité qui est la sienne dans ces circonstances dramatiques, dit... Nous regardons l'ensemble des sujets et rien ne sera écarté. Il le fait vraiment à contre-cœur. En tout cas, il est clair que ça n'a jamais été une mesure qui a été portée pour les raisons que j'ai dites. Elle a même été combattue par la gauche. Combattue par la gauche parce par François Hollande lui-même, par Manuel Valls. Elle n'a pas effectivement une portée importante, et les Français d'ailleurs s'y trompent assez peu. Ils disent 80% on est pour, et en même temps à 70% je crois c'est un symbole et ça sert si on écarte le fait de faire des apatrides comme le demande Manuel Valls, vous pourriez voter cette révision constitutionnelle à gauche, ça peut passer? Ma feuille de route dans cette affaire et dans les semaines qui viennent, puisqu'on va avoir le débat parlementaire, et que d'ailleurs le président de la République et le Premier ministre nous ont invités au débat parlementaire, ce qui est bien normal, elle est la suivante. Vos responsabilités. Premièrement, il faut le rassemblement le plus large possible dans ce qu'est la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, il faut que la réforme constitutionnelle aboutisse parce qu'elle est utile et parce qu'il est nécessaire de mettre l'état d'urgence dans la Constitution. C'est à la fois une garantie du droit et c'est une adaptation de nos règles. Troisièmement... Vous ne vouliez pas d'apatride et pas de discrimination. Mais là, il y a de discrimination puisque ça ne concerne que les binationaux. Mais ça, c'est Manuel Valls clôt le débat. Non, Manuel Valls ne dit pas ça ne concernera que les binationaux. Manuel Valls dit, bien écoutez ce qu'il a dit, vous l'avez répété, vous l'avez remontré tout à l'heure, Manuel Valls dit, on ne peut pas fabriquer des apatrides. Il faut donc trouver
l'écriture juridique dans la Constitution, en l'occurrence dans l'article 34 de la Constitution, c'est 2 lignes. Mais dans les faits, Pascal Pourplein, vous savez bien que ça concernera quel est le possiblement souci? les binationaux nés français. Nous cherchons le rassemblement. Donc le rassemblement, c'est à la fois le rassemblement pour arriver à une majorité des 3/5 à l'Assemblée nationale. Donc ça ne peut pas être un débat que de la majorité, mais on doit d'abord rassembler la majorité. Ça doit être aussi un débat pour rassembler avec l'opposition. Et pour cela, il faut trouver le chemin juridique qui à la fois permet qu'il y ait la possibilité de dire à des gens qui portent les armes contre la France, eh bien, vous ne pouvez pas continuer de vous revendiquer avec les mêmes droits que l'ensemble des autres Français. Il faut le faire de manière qui n'introduise pas de discrimination, parce que c'est vrai que je pense que ce sentiment de discrimination... Mais dans les faits, il existera quand même, puisqu'on ne pourra pas le faire pour des nés français, et on pourra le faire finalement... On peut, à mon avis, trouver une solution qui s'applique à l'ensemble des Français et qui ne concerne pas simplement les binationaux. Les binationaux sont... moi, je ne suis pas binational, mais j'ai dans mon entourage proche, dans des gens que j'apprécie beaucoup, dans la circonscription dont je suis l'élu, beaucoup de ces Français qui ont une autre nationalité parce que c'est leur histoire et qui ont le sentiment que si une mesure n'est décidée que pour eux, elle est discriminatoire. Il faut trouver la solution pour régler ce problème et je pense que c'est juridiquement possible sans créer des apatrides. C'est ce à quoi nous allons travailler dans les semaines qui viennent pour mettre un terme à ce débat qui est quand même l'écume des choses par rapport à l'enjeu. Qui va quand même durer au moins 2 mois en attendant le mois d'avril pour le Congrès. Vous savez, Montesquieu disait qu'il faut légiférer la main tremblante. Donc qu'on ait le temps de la réflexion là-dessus. C'est très bien qu'on passe des heures sur des commentaires sur le sujet. Ça, c'est un autre point. Personnellement, je pense que là n'est pas l'essentiel. Ahmed, la fin de la revue de presse avec ce dossier dans le Parisien sur Marine Le Pen, sur sa stratégie pour la présidentielle. Oui, sa stratégie pour prendre l'Élysée en une du Parisien aujourd'hui en France, tournée dans toute la France, changement de nom du Front National, débauchage de personnalités de la droite conservatrice. Le plan de Marine Le Pen en vue de la présidentielle de 2017 est déjà prêt, nous dit votre journal Décryptage dans le Parisien. Elle rêve de les débaucher, poursuit le Parisien. Elle rêve de débaucher Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Elle rêve de débaucher Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France. De Villiers qui avait dit « J'aurais applaudi Marine Le Pen au Parlement européen quand elle a traité Hollande de vice-chancelier de l'Allemagne ». Elle rêve de débaucher Thierry Mariani, le député Les Républicains, avait dit que le discours de Sarkozy visant à dire que le FN n'est pas républicain est déplacé. Enfin, gros lot, c'est Henri Guénaud. Elle rêve de le débaucher. On lui avait posé la question: pourrait-il travailler avec Marion Maréchal Le Pen? Il a répondu: s'il s'agit de faire un rapport, une mission, oui, c'est quelqu'un que je respecte, voilà. De là à rejoindre le Front National, il y a un pas qu'il ne franchit pas, Brigitte. Et on termine avec les dessins, comme chaque jour, Ahmed. Oui, la Corée du Nord qui a annoncé avoir fait exploser avec succès une bombe à hydrogène, aussi appelée bombe thermonucléaire. S'il était confirmé, il s'agirait du 4e test nucléaire mené par le régime de Pyongyang depuis 2006. Et la première utilisation de ce type de bombe, bien plus puissant que la bombe A utilisée jusqu'à présent par le régime nord-coréen. Donc ça inspire vos caricaturistes, le regard de Chonu dans Ouest France, Kim Jong-un. Il faut bien que je teste mes jouets de Noël, parce que ces essais ont été demandés, personnellement ordonnés par le dirigeant nord-coréen, à 2 jours de son anniversaire. Clin d'œil dans le Midi Libre, avec le lancement des soldes par Man. Tout doit disparaître. Humour noir. Ça vous inquiète, ces essais nucléaires nord-coréens, monsieur le député? C'est un sujet grave. C'est un sujet sur lequel on voit bien que la communauté internationale a des difficultés. Il faut surveiller ça de très près. Et en même temps, vous montrer des caricatures sur un sujet grave. On revient à notre actualité et à ce triste anniversaire du 7 janvier. C'est le rôle des on caricaturistes. doit pouvoir rire de tout. Et on en revient évidemment tout de suite en images sur cette actualité du 7 janvier. Merci Ahmed d'avoir été avec nous ce matin. C'était il y a 1 an, effectivement. Les frères Kouachi pénétraient dans les locaux de Charlie Hebdo, tuant à bout portant 11 personnes, dont des dessinateurs de presse, Chab, Cabu, Tinius, Wolinski ou Honoré, avant de se retrancher dans une imprimerie de Damartin-en-Goël. 2 jours plus tard, Amédi Koulibaly séquestre des otages à l'hypercachère de la porte de Vincennes. La course-poursuite entre les terroristes et la police s'achèvera le 9 janvier par 2 assauts simultanés. Le rappel des faits avec Céline Martel. Tout commence le 7 janvier 2015 au 10 de la rue Nicolas Appert à Paris. Vers 11h20, 2 hommes cagoulés, armés de Kalachnikov, prennent d'assaut les locaux du journal Charlie Hebdo. Ils ouvrent le feu et tuent 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction.
Les tueurs sont rapidement identifiés, Saïd et Chérif Kouachi, 2 frères français de 32 et 34 ans. Dans leur fuite, les assaillants blessent un policier, Ahmed Merabé, avant de l'achever à bout portant alors qu'il est à terre et sans défense. Les forces de l'ordre perdent leur trace porte de Pantin. Le lendemain, une nouvelle fusillade éclate à Montrouge au sud de Paris. Une policière municipale de 25 ans, Clarissa Jean-Philippe, est assassinée. Le tireur parvient à s'enfuir. Il s'agit d'Amédi Koulibaly, un délinquant multirécidiviste de 32 ans qui a rencontré Chérif Kouachi en prison. En Picardie, les frères Kouachi sont reconnus par le gérant d'une station-service près de Villers-Cotterêts. Gendarmes et policiers ratissent la région, mais les 2 hommes restent introuvables. Après 2 jours de traque, l'étau se resserre autour des frères Kouachi. Les fugitifs se retranchent dans une imprimerie à Dammartin-en-Goël, en Seine-et-Marne. Ils ont 2 otages et sont lourdement armés. Le village de 8000 habitants est bouclé par les forces de l'ordre. Au même moment, porte de Vincennes à Paris, Amédi Koulibaly séquestre une dizaine de personnes dans une épicerie cachère. La France se retrouve alors face à une double prise d'otages, une situation inédite pour le pays. Peu avant 17h, les forces d'élite organisent un assaut simultané des 2 sites. Bilan, les 3 terroristes sont abattus. À Dammartin, les otages sont indemnes. Porte de Vincennes, 4 personnes sont retrouvées mortes dans le supermarché. Ces 3 jours d'attentats ont fait 17 victimes et conduit des millions de Français à défiler dans tout le pays. Pascal Popelin, vous êtes toujours avec nous, député socialiste de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'un an après la blessure des attentats de janvier 2015, est-ce que cette blessure elle est refermée aujourd'hui ? Non, bien sûr. D'abord, ce jour anniversaire de l'attentat contre Charlie, il faut penser aux victimes. Moi, j'ai mon voisin à Livry-Gargan, Ahmed Merabé, qui est le policier qui est tombé sous les balles des frères Kouachi, boulevard Richard Lenoir. Donc non, ce sont pas des blessures qui sont refermées. Elles le sont d'autant moins que la menace continue d'être extrêmement forte et extrêmement présente. Pour autant, qu'est-ce qui reste, selon vous, de cet esprit Charlie, de cet esprit du 11 janvier ? Je crois qu'il est resté d'abord le rassemblement de la nation dans un pays qui, on dit, les Gaulois sont toujours divisés. Les Français se sont levés, chacun à leur manière, chacun avec leurs mots, pour dire nous ne pouvons pas accepter cela. Sans doute, après les attentats du mois de janvier, il y a eu cette réaction, mais peut-être pas la prise de conscience que la menace était durable, qu'elle était réelle et qu'il fallait adapter notre vie quotidienne à cela. Malheureusement, le mois de novembre nous a rappelé tout ça. Malheureusement, je pense, a conduit nos compatriotes aujourd'hui à comprendre que toutes les mesures qui ont été prises, toute l'action qui a été engagée, parce que moi, il y a une chose qui m'est insupportable. Je pense qu'elle est insupportable pour les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes, les juges, les magistrats qui travaillent sur ces questions. Elle est insupportable aussi, je le dis, pour le gouvernement, qui serait cette idée selon laquelle, après janvier, on aurait tout oublié et qu'il aurait fallu attendre novembre. On va revenir là-dessus, mais je voudrais juste savoir, est-ce que ça a changé votre façon de faire de la politique ou de faire de la politique en général, et notamment ici au Parlement ? J'aurais aimé que ça la changeât davantage. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un honneur d'être parlementaire de la République, que ça impliquait, du point de vue du comportement, une certaine élévation. Or, bien souvent, le spectacle qui est donné au moment des questions d'actualité n'amène pas nos compatriotes à percevoir l'action de la classe politique, du personnel politique, je déteste la classe politique, je l'utilise moi-même, de la manière qui doit être celle. Alors, il y a eu des grands moments, le discours du 13 janvier de Manuel Valls, avec tout le monde qui applaudit debout et qui chante la Marseillaise, le discours du 16 novembre du président de la République au Congrès à Versailles, mais il faut reconnaître que parfois il y a eu des petits travers qui ont repris le dessus. Et très rapidement, après le mois de novembre, il y a eu une séance de questions d'actualité au gouvernement, la première, je crois, après, qui était le mardi 17, où il y a eu des comportements indignes. Bon, allez, j'espère qu'on est sur la voie de la guérison et que chacun mesure, comme le fait le président de la République, comme le fait le gouvernement, l'importance de la responsabilité qui est la nôtre, l'attente forte qu'il y a dans une République digne, dans une République ferme, pour
Vous le disiez juste avant, on a peut-être sous-estimé cette menace terroriste au mois de janvier. Il y a eu des annonces qui ont été faites. Est-ce qu'elles ont été suffisantes? Et est-ce que ça a beaucoup avancé? On a parlé du vivre ensemble, on a parlé d'apartheid, on a parlé de valeurs républicaines, de laïcité, d'un encadrement scolaire aussi, avec notamment des réservistes. Est-ce que sur ces sujets-là, vous avez le sentiment que le gouvernement a vraiment avancé depuis un an? D'abord, je veux dire que des mesures destinées à mieux nous protéger ont été prises dès le début de cette législature, dès 2012. Nous avons voté, avant les attentats de janvier, 2 lois de lutte contre le terrorisme, qui ont permis, par exemple, d'agir sur les sites Internet, qui ont permis d'agir sur ceux qui partent ou ceux qui pourraient vouloir partir, qui ont permis de renforcer les moyens de la police, de retisser ce lien du renseignement territorial qui nous manquait et qui avait été observé avec le désastre qu'avait constitué déjà l'affaire Mera en 2012, avant l'élection présidentielle. Donc ce travail, il a été engagé sans attendre les attentats de janvier. Il a été amplifié après les attentats de janvier. Il y a eu le vote de la loi sur le renseignement. Alors justement, je vous propose qu'on y revienne en image sur cette loi renseignement, puisque vous avez légiféré pour notamment légaliser les écoutes. C'est un projet de loi qui a rencontré une quasi-unanimité à l'Assemblée, mais qui n'a pas encore prouvé peut-être toute son efficacité. On fait le point avec Thibault Le Floch et on en parle ensemble juste après. Le projet de loi renseignement visant à légaliser les écoutes des services de renseignement avait été rédigé avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Mais ces attaques ont ensuite profondément impacté les débats dans l'hémicycle. Du fait des attentats de Charlie Hebdo, il y a eu une sorte d'effet de sidération qui fait que si on n'était pas pour cette loi, on était quasiment pour les terroristes. Donc il y a eu quand même une sorte de débat un peu tronqué sur ces affaires. Ce climat post-attentat a effacé le clivage gauche-droite dans l'hémicycle. Les Républicains ont ainsi voté en masse en faveur du texte. Ce texte, même s'il est incomplet, même si j'aurais souhaité qu'il embrasse une perspective plus large, sera d'un apport important. En revanche, pour la minorité de députés qui étaient opposés au texte, ce projet de loi vient nourrir inutilement l'ogre sécuritaire. On légifère sous le coup de l'émotion, c'est une évidence. Et quand bien même on discute de l'antiterrorisme depuis bien longtemps, et avant les attentats de Charlie, on en est quand même à la 19e loi antiterroriste, 19e, depuis 1986. Donc on essaye toujours de parfaire des dispositifs qui n'empêchent pas l'attentat suivant. Toujours plus, un raisonnement qui n'est pas démenti par les faits. En février prochain, le gouvernement devrait proposer un nouveau texte pour renforcer les pouvoirs de la police, du parquet et des préfets dans la lutte antiterroriste. Alors Pascal Popelin, il y a eu effectivement cette loi renseignement après les attentats de janvier, et pourtant elle n'a pas empêché les attentats du mois de novembre. Comment vous l'expliquez? Mais tout simplement parce que si quelqu'un connaît une martingale qui permettrait d'empêcher tous les attentats, qu'il la donne, et puis on écoutera et on regardera. Mais il y avait quand même, au mois de novembre, il y avait quand même 10 terroristes sur notre sol, ouais. Il y a quand même eu des failles, on n'a même pas repéré les écoutes, on ne savait pas que ces gens-là étaient sur notre sol. La loi sur le renseignement et tout le travail des services de renseignement français, en France ou à l'étranger, c'est de faire de la prévention, c'est d'essayer de faire de la détection. Est-ce que ça veut dire qu'on peut garantir avec cela que tout risque est écarté? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait, parce que tout risque n'est pas écarté, se dispenser de le faire? Je pense que c'est un raisonnement absurde, car au-delà des attentats qui se sont malheureusement produits, il y en a eu aussi beaucoup qui ont été déjoués. Donc ça veut dire qu'un attentat comme celui qui a eu lieu au mois de novembre peut à nouveau se produire en France prochainement. Bien sûr, et malheureusement, de la même ampleur. Je vais vous reprendre l'expression d'un responsable de la DGSE que j'ai rencontré récemment, et qui dit, à partir du moment où un individu rentre dans la clandestinité, souvent à l'extérieur du territoire, ça devient extrêmement compliqué. Et quand on arrive à ce moment-là à déjouer un projet, c'est bien souvent qu'on a eu de la chance. Alors, il y a des choses qui sont faites et qui permettent de surveiller, de prévenir, d'empêcher. Mais le projet de loi pénale que le gouvernement va présenter va dans ce sens, vous pensez? Il ne va pas vers trop de restrictions individuelles? Ce n'est pas un autre outil.
Enfin, c'est pas un complément de ce qui existe, c'est un autre outil. C'est-à-dire que la loi sur le renseignement, elle a permis de légiférer sur toutes les actions de prévention qui sont menées par nos services de renseignement et leur donner la possibilité, encadrée par la loi, d'utiliser un certain nombre d'outils. Il est légitime que dans le cadre du traitement judiciaire des affaires, c'est-à-dire la phase après, quand la police judiciaire soit dotée des mêmes droits que le renseignement. Les magistrats soient dotés des mêmes outils. Et c'est ça l'objet du projet de loi que va présenter. Donc ça va quand même un petit peu Taubira. plus loin par rapport à la loi renseignement qui a été faite. C'est pas que ça va plus loin, c'est que ça touche à un autre élément du timing, de la chaîne de la lutte contre le terrorisme. Et de la même manière, dans ce texte, il y a aussi des dispositions qui sont de nature à simplifier la procédure pénale, parce que les policiers, qui sont les praticiens du terrain, nous expliquent aujourd'hui les difficultés qu'ils ont par rapport à la complexité d'une procédure qui est le résultat d'un empilement de dispositions depuis une vingtaine d'années. Dernière question, dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut sortir de l'état d'urgence le 26 février ? Je ne sais pas. Je pense que le gouvernement appréciera cette question et fera des propositions au Parlement, parce qu'il faudra que le Parlement, si on va au-delà du 26 février, en décide. Et nous prendrons nos responsabilités en fonction des informations dont nous disposerons à ce moment-là. Dans l'absolu, en termes intellectuels, il faut sortir le plus rapidement possible d'un état d'urgence. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle ce projet de loi que vous avez évoqué arrive, parce qu'il va quand même permettre de continuer à avoir hors état d'urgence, un certain nombre de possibilités. Mais il nous faut constitutionnaliser l'état d'urgence, regarder s'il faut le poursuivre et améliorer encore nos dispositifs hors état d'urgence. Merci Pascal Popelin d'avoir été avec nous ce matin, député socialiste de Seine-Saint-Denis.